Faut-il craindre la concurrence dans le ferroviaire? Alors que le vaste mouvement de grève perlé de la SNCF n'en est qu'à son début, la question divise. Le député LFI Alexis Corbière a estimé mardi matin à l'antenne d'Europe 1 que le rail ne doit pas être soumis à la concurrence. Si vous introduisez le critère de concurrence, et nécessairement de rentabilité, ça va se disloquer. Lorsqu'on lui présente les cas allemands et suédois, où les opérateurs historiques sont restés en position de force malgré l'ouverture à la concurrence, il affirme ne pas croire que le même scénario puisse avoir lieu en France. Invité de France Inter le même jour, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinet, ne tient pas un discours différent, jugeant lui aussi très durement le projet du gouvernement. 607 km de petites lignes ont déjà été fermés en France, a-t-il affirmé, laissant entendre que d'autres suivront, lorsque la mise en concurrence entre sociétés de transport aura été mise en place. Pour enfoncer le clou, il a ajouté que depuis l'ouverture à la concurrence, le fret ferroviaire en 2006, NDLR a continué de baisser alors qu'on nous avait promis que cela allait redynamiser le transport de marchandises. De son côté, le gouvernement rappelle que faire rouler un train en France coûte 30% plus cher qu'ailleurs. Lire aussi, l'ouverture du rail à la concurrence, un succès en Europe qui faut-il croire? Pour démêler le vrai du faux, le Figaro.fr s'est adressé à Alain Bonafou, professeur émérite de l'Université de Lyon et chercheur au laboratoire économique aménagement transport. Les prix des billets risquent-ils d'augmenter? Les petites lignes seront-elles délaissées? Le fret ferroviaire en France est-il un échec? Celui qui, en plus de ses activités d'universitaire, a été membre du conseil d'administration de Réseau Ferré de France, ou encore vice-président du Conseil national des transports, évalue avec nous la pertinence de plusieurs affirmations entendues ces dernières semaines. Très mal l'ouverture du rail à la concurrence fait augmenter les prix faux, il n'existe aucun exemple d'ouverture à la concurrence qui se soit traduit par une augmentation des prix. Rétorque d'emblée Alain Bonafou. Lorsqu'on lui fait remarquer qu'il suffit de prendre un train de banlieue à Londres pour se rendre compte d'une différence notable de prix avec la France, il répond que cela ne tient pas à la privatisation du système ferroviaire britannique en 1994, mais à un choix politique. Car outre-Manche, c'est l'usager du train qui paie l'essentiel du service, et non le contribuable. Même avant la réforme, les prix étaient plus élevés qu'en France, rappelle-t-il. Chez nous les TER sont financés à 80% par le contribuable, et à 20% par l'usager. Au Royaume-Uni, c'est quasiment l'inverse. Qui de l'Allemagne, où l'opérateur historique, la Deutsche Bahn, occupe encore une position dominante malgré la mise en concurrence. Les tarifs ont relativement peu augmenté, tout comme en Suède, explique le chercheur. Celui qui remporte un appel d'offres est toujours le mieux-disant, ce qui explique que la subvention au train KM soit à 8,65 € pour les trains régionaux, contre 15,24 € en France. Le contribuable allemand s'en sort beaucoup mieux. Très mal la concurrence conduit à une réduction du nombre de trains faux, tout appel d'offres étant défini par l'autorité organisatrice. C'est cette dernière qui définit le nombre de trains par jour sur chaque ligne. Un minimum est défini dans le contrat, mais l'opérateur est libre d'en faire plus, si cela l'arrange, explique Alain Bonafou. Et si les régions décident d'elles-mêmes de diminuer la fréquence des trains? Politiquement, l'autorité a intérêt à maintenir un nombre satisfaisant de dessertes, surtout si, faisant appel à la concurrence, cela lui coûte moins cher, estime-t-il. Mais une région bien gérée peut aussi avoir intérêt à recourir au car. Un car coûte 10 fois moins cher, environ qu'un train sur la même distance. L'autorité organisatrice peut préférer multiplier les fréquences pour un effort financier moindre et reporter l'économie sur les lignes très fréquentées. C'est la politique suisse qui a le record du monde des voyageurs du ferroviaire par habitant. Dans le Jura suisse, le réseau ferré fonctionne sur 115 km, le réseau autocar sur 350 km. Très mal l'ouverture à la concurrence conduit à la suppression de petites lignes oui. Et non, Philippe Martinet a mis en garde contre une suppression des petites lignes rapportant peu. Si certaines ne sont absolument pas rentables, il est certain qu'elles n'attireront un opérateur privé ou public que si le service est subventionné. Cependant, rappelle Alain Bonafou, dans toutes les ouvertures à la concurrence, des petites lignes condamnées ont trouvé des repreneurs, qui n'étaient pas l'opérateur historique. La ligne Boblinghem-Détenozan, dans la région de Stuttgart, en est un exemple. Fermée depuis 1966,
Elle a pu rouvrir en 1996 après appel d'offres, explique-t-il. Mais que se passe-t-il si une ligne n'est pas assez rentable? La Suisse a la réponse. Selon l'universitaire, quand le taux de couverture des coûts par les recettes descend en dessous de 20%, l'aide publique au niveau fédéral cesse. C'est alors au canton de choisir. Soit il va chercher un autre opérateur, voire une association, soit il passe sur la route. Cela n'empêche pas la Suisse d'avoir son record du monde, 67 voyages par an et par habitant. Très mal. L'ouverture à la concurrence entraîne une hausse du trafic, est vrai. Partout où la concurrence a été introduite, le trafic a augmenté, expliquait Alain Bonafou. Au Royaume-Uni, le trafic en voyageurs par kilomètre a doublé en un peu plus de 20 ans. Le pays est même passé devant l'ex-RFA, les Landais de la partie ouest de l'Allemagne, NDLR, en nombre de voyages par habitant 26 contre 25, largement, devant la France 17, selon l'universitaire. En Allemagne, le trafic régional a enregistré une progression de 70% entre 1996, date de l'ouverture à la concurrence, et 2012. La Deutsche Bahn a elle-même vu son trafic progresser de 48% sur ces lignes-là, bien qu'elle ait perdu quelques contrats. L'exemple suédois est lui aussi parlant. L'augmentation en termes de trains km suit actuellement une dynamique de l'ordre de 4%, et la demande suit, constate Bonafou. Itrema, depuis l'ouverture à la concurrence, le fret ferroviaire a continué de baisser. Philippe Martinet-Faux, depuis l'ouverture à la concurrence, le fret ferroviaire a continué de baisser alors qu'on nous avait promis que cela allait redynamiser le transport de marchandises, a déploré le secrétaire général de la CGT mardi matin sur France Inter. Cette affirmation est fausse. En 2010, la part de marché du fret ferroviaire en France était de 9,5% contre 11,7% en 2015, soit le premier redressement depuis la Première Guerre mondiale. La SNCF a certes perdu plus de la moitié de ce marché, il n'en reste pas moins que ce dernier connaît depuis plusieurs années une dynamique de croissance. Itrema, la concurrence désorganise le transport ferroviaire. CGT cheminot. Faux. La crainte d'une désorganisation liée à l'intervention de plusieurs opérateurs privés est régulièrement affichée, que ce soit par la CGT cheminot ou Alexis Corbière sur Europe 1er mardi matin, selon qui si on introduit le critère de concurrence et nécessairement de rentabilité, ça va se disloquer. Cependant, une étude comparative menée en 2013 à la demande de la Commission européenne sur la satisfaction des usagers en Europe montre que le Royaume-Uni est en très bonne position dans la plupart des catégories. Devant la France, les opérateurs privés ne peuvent se payer le luxe de laisser s'accumuler des dysfonctionnements, interprète Alain Bonafou. Itrema, faire rouler un train en France coûte 30% plus cher qu'ailleurs. Gouvernement vrai. La SNCF est 30% plus chère que toutes les autres compagnies en Europe à niveau comparable, confirme Alain Bonafou, selon qui la SNCF a elle-même produit une estimation très proche 27% dans un document interne daté du 5 mars 2018. La SNCF appelle cela une évaluation de l'écart de compétitivité. 430 millions d'euros liés au statut, 300 millions liés à l'organisation du travail, temps de travail, de repos. NDLR, 350 millions liés au refus de polyvalence et 300 millions de frais excessifs de structure. Soit un écart de compétitivité total de 1,4 milliard d'euros par an.